Je vais pas donner les chiffres exacts, mais on fait quelques millions d'euros maintenant. On a fini par lever des fonds outre-Atlantique avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle CRE, avec qui ça s'est fait hyper vite. Tu sais, avec les fonds français, t'étais un peu en mode ça allait trop vite pour nous, quoi. Let's go, ouais. C'est limite le jour d'où on avait les fonds, quoi. Ça allait tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de prévenir la banque. Et un jour, il y a la banque qui nous appelle. Eh, les gars, il y a un montant là. Ça vient d'où? On voit tes produits en pharmacie. T'es validé par une autorité, Le entre trust, guillemets. ouais, la confiance. Preuve sociale, autorité. Forcément, ça vient crédibiliser ta marque et ça vient impacter ton taux de conversion. Ouais. Ou comment tu t'y reprendrais, en fait, pour faire une brand en 2023? Les mecs qui sont là, on parlait avec lui, pieds nus, le mec qui met ses pieds sur la table. Ah ouais? Sur la table? Ah, je peux te dire que ça l'a pas fait. Ouais, on a dit stop. Ouais. Ah, mais je te jure, hein. On va dire que c'était un business angel, le mec qui voulait nous apprendre la vie, il mettait ses pieds sur la table. Ouais. Mais en pharmacie, je sais que ça se fait. Le QR code? Le QR code. Ouais, ouais. Bon alors, comment ça va Didier? Ça va et toi, Hugo? Bah tranquille, merci d'être le premier invité sur le podcast. Pas de nom merci à encore. toi. Je t'enverrai quelques propositions d'ailleurs, je sais pas si... Ok. Je pensais entre fratés, fraté talk, revenir sur les fratés. Je participerai. Je participerai. Un fraté, c'est un mec qui partage des astuces, son histoire, son apprentissage. Et je trouvais ça important parce que toi déjà, tu as un associé, moi je suis solo entrepreneur. Et d'où un peu l'esprit fraté, c'est que moi j'ai toujours manqué d'un fraté, tu vois, à côté de moi. Et donc, toi, vu que tu as une associée, en plus, ça va être intéressant d'en parler. Toi, d'ailleurs, là, on est en novembre, en pleine semaine de Black Week, là. Toi, ça fait combien de temps déjà que tu as commencé le Black Friday? Alors, nous, on fait le Self-Care November. Donc là, depuis quelques temps, ce qu'on appelle le Black Friday, ça tend à s'élargir un petit peu dans le temps. Nous, on n'était pas pour au début, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient une pratique courante chez les e-commerçants. Donc forcément, quand tu as des concurrents qui le font, il faut que tu t'alignes, quoi. Mais tu disais justement aussi, tu m'en avais parlé, tu m'avais touché un mot au coworking, parce qu'on travaille au même coworking. Toi, tu vends des cures, et donc les gens, généralement, qui sont satisfaits en fait de tes cures, c'est important en fait d'attaquer tôt le Black Friday parce que potentiellement tu vas acquérir un client qui va rester longtemps dans le temps. C'est pour ça aussi généralement tu t'attaques très très tôt le Black Friday comme pour faire les compléments alimentaires ou d'autres. Ouais, complètement. Et puis comme c'est un complément alimentaire, c'est pas comme une crème. C'est-à-dire qu'une crème hydratante, quand tu vas en mettre, enfin quand tu vas en acheter une, rien ne t'empêche d'en acheter une autre 1, 2, 3 jours après. Pour en essayer une autre et les mettre en simultané. Par contre, quand tu achètes un complément alimentaire, il y a très peu de chances que tu viennes le compléter avec un autre. C'est pour la même chose, quoi. Ouais, ça fait sens. Et donc, on parlait compléments, mais c'est quoi exactement ton business, juste pour qu'on comprenne bien, pour que les auditeurs comprennent un petit peu avant qu'on plonge un peu dans le vif du sujet. Ok. Alors nous, on a commencé avec Ma Coiffeuse Afro, qui était la première application à mettre en relation des femmes avec des coiffeuses afro. Donc, je sais pas si tu connais le gros problème qu'il y a en France sur la pénurie de coiffeuses afro, mais on a grandement participé à résoudre ce problème, même s'il peut exister encore aujourd'hui dans quelques coins de la France. Et aujourd'hui, le gros focus pour nous, c'est la marque de produits qu'on a lancée. Donc, de soins capillaires à destination des cheveux texturés, donc crépus, bouclés et frisés, qui s'appelle Innercare et qui existe depuis maintenant 4 ans. Ouais, innercare.co. Et donc, à la base, le premier business, c'était d'être un annuaire, en fait, des coiffeurs afro et de mettre en relation, en fait, les personnes qui galéraient à trouver ces coiffeurs-là. C'est bien ça? Ou c'était quoi exactement le business model là-dedans? C'était le pitch initial, hein. Initialement, c'était un annuaire de salon de coiffure afro et puis on a rapidement pivoté sur une application qui permettait de mettre en relation des femmes avec des coiffeuses afro. Et le business model était simple, on prenait 18% de commission sur chaque prestation. 18%? Ok, inquiète. Donc, il réservait sur l'application et toi, tu reprenais... Exactement, ouais. Elles discutaient, elles échangeaient sur l'application, on pouvait voir les photos, les prestations, les avis, etc. Et nous, au moment du paiement, on prenait 18% de commission. Ok, et ça, prend toujours d'ailleurs. Ça, c'était quoi? Alors, début, en termes de date, ça a donné... L'application existe toujours, tu m'as dit? Ouais, l'application existe toujours. Ça s'appelle Ma Coiffeuse Afro. Et c'était il y a presque 10 ans maintenant, puisque c'était en 2015. Putain, t'as commencé tôt, là. 2015? Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Et t'avais déjà lancé 2-3 sites avant ou c'était ta première expérience entrepreneuriale? J'avais déjà fait des sites pour d'autres personnes. Ouais. Donc, c'était pas ma première expérience entrepreneuriale dans le sens où j'étais prestataire pour... je créais des sites internet, quoi. Yes. À la volée, hein, sur le bon coin. Un site par semaine.
pour 200, 400 euros. Ouais. On y allait à fond. Donc, on va dire que c'était ma deuxième, troisième expérience entrepreneuriale. Je donnais aussi des cours de programmation sur le côté. Ouais, ok. Ouais, on en reviendra sur ton aspect dev, où tu avais fait aussi une école dev là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, et à quel moment donc t'as shifté ton focus de l'application à l'e-commerce? Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que t'as vu qu'il y avait peut-être ça allait pas trop fonctionner et tu voyais beaucoup plus le potentiel sur les cures, sur les compléments de base, ou pourquoi ce shift-là? En fait, le problème sur l'application, c'est qu'initialement, le business model, puisqu'il a changé, c'était de prendre 18% de commission, mais quand une cliente trouve sa coiffeuse sur l'application, il y a très peu de chances qu'elle revienne. Oui. Elles se sont échangées les contacts, donc il y a très peu de chances qu'elle revienne, à moins qu'elle change de coiffeuse. Donc très peu de repeat. Ok. Une cliente que tu acquiers au mois 1, bah, tu la revois pas au mois 2, ni au mois 3, ni au mois 4, ni au mois 5, ni au mois 6. Et puis depuis le départ avec Rebecca, de toute façon, on savait qu'on voulait faire des produits, des soins capillaires. Donc voilà, on a eu une petite période difficile à un moment du business où il restait très peu d'argent. Nous, on croyait en cette activité-là. Donc on s'est convaincu de le faire, on l'a lancé et ça a pris un peu de temps, mais ça a fonctionné dès le début. Ouais. Donc déjà, on s'est rencontrés sur un dîner. Ouais. Tu veux raconter ou pas le dîner? Ouais. En fait, c'était un dîner au DNC puisqu'on fait partie d'un même club. Ouais. Où il y a plusieurs, il y a toutes les grosses marques digitales françaises. C'est ça. Qui s'appelle le DNC d'ailleurs. Très bon club. Ouais, très bon club. Et puis on s'est retrouvés. En fait, la journée, il y a différents ateliers, différentes formations, et en fin de journée, il y a un dîner pendant lequel on échange avec d'autres entrepreneurs. Et moi, je me suis retrouvé en face de toi. Et j'ai bien aimé puisque du coup tu donnais beaucoup de valeur et tout, mais je te voyais focus business. Moi j'étais là pour passer un bon moment. Et le mec il marcelait de KPIs. Mais comment tu fais pour Franchement, c'était un beau dîner. En plus, à table, il y avait quand même du beau monde. Et même je trouvais les conférences hyper quali. Toi, t'en as fait beaucoup plus parce que t'es setup t'es setup à Paris. À Paris, ouais. Mais il y avait Justine Auto de Respire. Il y avait qui est intervenu, c'est ça. Il y avait le mec qui fait les pantalons 18 je me rappelle plus du nom de la marque, mais super intéressant. J'ai appris plein de choses de toi, tu m'as donné plein de choses, donc on s'est refait inversement. Pour revenir en fait donc à l'application, est-ce que surtout à ta personne, donc tu m'as dit que tu avais un parcours de développeur. Est-ce que c'est toi qui avais dev l'application? Et est-ce que aussi ce shift vers l'e-commerce, comment t'as pu aborder ça? Parce que t'as un Shopify, donc t'as moins cette partie dev. Là, il fallait passer un peu plus sur la partie business. Comment t'as pu appréhender un peu ce shift-là? Dès le départ, moi, il y a différentes écoles chez les développeurs. Il y a ceux qui vont privilégier l'aspect technique, etc. Mais moi, ce que j'ai pu apprendre des différents CTO avec lesquels j'ai parlé, donc pour ceux qui savent pas, un CTO, c'est un directeur technique. C'est qu'un CTO, il doit être pragmatique dans le choix de ses solutions techniques. Donc j'aurais très bien pu développer le site internet e-commerce par moi-même, mais la vérité c'est qu'à ce moment-là il y avait l'avènement de Shopify. C'était une bonne solution. Toutes les ressources elles étaient orientées Shopify et non plus WooCommerce, PrestaShop, etc. Donc, qui sont des plateformes qui permettent de faire des sites e-commerce. Donc ça pouvait sembler être bizarre pour un développeur de partir sur une solution comme celle-là, mais jusqu'à aujourd'hui on tourne dessus et j'en suis très content. Toute l'équipe en est très contente parce que avant sur ma coiffeuse afro, là où c'est moi qui développais l'entièreté des applications, un retour il dépendait forcément de moi, alors qu'aujourd'hui sur un site Shopify n'importe qui peut venir modifier, éditer le contenu. Et en plus, après, t'as plein d'applications qui viennent synchroniser, que toi, t'aurais dû dev, par exemple, pour faire les emails, les trucs de Klaviyo, faire des flows personnalisés, envoyer des campagnes. Là, forcément, avec un Shopify où tout est imbriqué, c'est une solution tout en un. Complètement. Certes, ça coûte un peu cher, mais ça te coûte, on va dire, de la charge mentale surtout en moins aussi pour toi. Et toute ton équipe, comme tu le disais, que ce soit stagiaire, alternante ou voilà, toute ton équipe peut mettre la main. Franchement, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire maintenant un site sur Shopify. Ouais, complètement. Et puis, il n'y a pas de bug sur Shopify. C'est-à-dire que si demain, tu fais une modification qui entraîne qui fait en sorte que le site
il est HS. Shopify, il bloque la modification. En fait, il y a très peu de chances d'avoir un bug sur Shopify. Là où sur d'autres plateformes, si tu crées un bug, tu vas être dépendant du temps de résolution du bug c'est clair. Pour faire fonctionner la machine, quoi. Ouais, clairement. Et donc, juste pour revenir aussi sur ton parcours, donc t'as grandi à Paris. D'où c'était venu en fait de cette envie entrepreneuriale que tu avais. Donc tu m'as expliqué un petit peu ce premier projet qui a basculé sur un e-commerce, mais comment cette flamme, tu vois, comment elle a apparu? Est-ce que t'avais déjà pris un CDI? Est-ce que tu avais déjà une première expérience dans une boîte? Comment ça s'est passé, toi? J'ai grandi en région parisienne. J'avais déjà fait quelques stages. En fait, je me rappelle que quand j'étais au lycée, je m'ennuyais en cours, j'étais allé sur un site internet qui s'appelait Ton Web Marketing. C'était un blog qui parlait de marketing. Le mec qui recommandait une lecture, c'était L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta, il me semble. Donc j'avais acheté le bouquin sur Amazon. Donc je l'avais lu et tout. Et puis en fait, Amazon, quand tu achètes un bouquin, il te fait des recommandations. Donc j'en achète un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Donc je suis passé par les classiques, hein. La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. T'as lu beaucoup de bouquins, toi. Tu m'avais cité quelques-uns. Parce que moi déjà, j'ai pas grandi sur Paris. J'ai grandi en région parisienne. Donc pour aller en cours au taf sur Paris, j'avais 1 heure, 2 heures de trajet pour l'aller et 1 heure, 2 heures de trajet pour le retour. Donc crois-moi, j'avais le temps de lire. T'écoutais pas le son, tu lisais. Ah non. Enfin, j'avais un petit peu de son dans les oreilles pour me concentrer s'il y avait un peu de bruit, mais la plupart du temps dans les transports en commun, je lisais. Et puis après, je me suis retrouvé dans une boîte qui s'appelle Captain Contrat, donc qui aide toujours les entrepreneurs à créer leur société, à l'administrer, etc. Et là-bas, j'ai fait la rencontre de Benjamin et David qui m'ont recommandé de regarder les vidéos de The Family sur la chaîne YouTube Startup Food. Donc c'était les conférences de Oussama Ammar, etc. Et en fait, ces vidéos-là, je les ai toutes regardées et m'ont apporté l'état d'esprit entrepreneurial et le fuego, comme tu dis. Quand t'écoutes ces conférences-là, t'écoutes des trucs que t'avais jamais entendus auparavant. En tout cas, en 2014. C'est clair. T'avais entendu ça nulle part. Et en fait, tout ce que tu as envie de faire quand tu écoutes ces vidéos-là, c'est de te lancer et d'y aller, quoi. Et de passer à l'action. Ouais, passer à l'action. Mais on en parlait avec David aussi. Et t'es souvent passé à l'action aussi avec David. T'as lancé quand même beaucoup de projets ou des petits sites. T'as fait du dropshipping aussi, peut-être on en reviendra, mais t'as fait aussi d'autres projets comme ça. Est-ce que toi, c'est toujours d'actualité, on va dire de toujours, t'as le shiny object, mais tu vois, tu t'essayes de te concentrer quand même sur ton business principal, mais t'as tout le temps envie de lancer un petit truc pour te challenger, pour apprendre autre chose, ou c'est l'appât du gain. Qu'est-ce qui t'anime franchement depuis le début, tu vois? Alors déjà le focus, je pense que c'est important. Maintenant, moi j'ai ce truc un peu de créatif où j'ai besoin enfin je suis curieux. Voilà, je suis curieux. Et en fait, le dropshipping, je l'ai pas fait moi personnellement. J'avais un ami qui se lançait, donc je l'ai aidé à monter sa boutique, etc. Et c'est ce que j'ai fait sur plein de projets. Comme j'étais un petit peu la figure entrepreneuriale parce que j'avais commencé tôt. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, c'est moi qui l'appelais. Et moi, forcément, comme ça m'intéressait, je mettais la main à la pâte le week-end, le soir après le taf. Il y avait toujours des trucs intéressants à voir. Donc focus important. Maintenant, je sais que j'ai besoin d'être curieux et d'aller exploiter ma créativité pour pas être frustré. Donc voilà. C'est plus ma curiosité que l'appât du gain qui faisait que je travaillais sur ces projets-là en parallèle. Donc t'as eu un CDI, pardon, après ton école, donc non, direct. En fait, ma coiffeuse afro, ça s'est fait pendant que j'étais chez Captain Contrat, donc je bossais dessus les soirs et le week-end. Et donc là, j'étais en 2e année. En 3e année, j'avais un stage de 6 mois. J'en ai fait comment ça s'appelle? J'en ai fait ce projet-là, ma coiffeuse afro. Pendant les 6 mois, j'ai bossé dessus. Et l'idée, c'était de sortir le site avant l'issue des 6 mois et pas de faire... c'est le coup du... à la fin des 6 mois, tu présentes ton rapport de stage et tu montres juste ce que tu as appris. Il n'y a rien qui est sorti, quoi. Et du coup, comme le projet il est sorti et que le jour où il est sorti, on a fait notre première réservation, je me suis arrêté à Bac+3. Je me suis dit que je continuerais plus tard. C'est jamais fait.
Et voilà, donc il n'y a pas eu de CDI après. Ouais. Est-ce que la première réservation, c'était comme la première vente Shopify qui a été... J'avais activé les notifications Slack. Et donc, je me rappelle qu'avec Rebecca, on va manger. Et là, première réservation. Ouais. Là, ça va être ouf. Ouais, on était contents. Mais on savait que ça allait y allait avoir des réservations. En fait, nous, ce qu'on avait fait, c'est que c'était la technique à l'époque, c'est-à-dire que quand tu développes ton projet, c'est bien de travailler dessus, mais pour te mettre un peu la pression et être sûr que le jour J, ça réponde, tu construis ta mailing list. Ouais. Donc, on avait une landing page qui annonçait la sortie du site internet. Et pour être prévenu, il fallait, exactement, créer la hype. On avait mis un peu de budget publicitaire sur Facebook. On avait une liste email qui grossissait de jour en jour. Ça nous mettait un peu la pression aussi. On recevait quelques emails qui nous demandaient quand est-ce que ça sortait. Sympa. Et donc, le jour J, on a envoyé une newsletter et ça n'a pas manqué. Ok, trop cool. Pour revenir un petit peu sur le fuego, le mindset, toi, je sais que tu vas à la gym pratiquement tous les jours. Ouais. Et c'est un truc important pour toi. Tu vois, on est allé souvent au resto ensemble et t'es voilà, tu calcules quand même le nombre de grammes de poulet et tout. Ouais. Ce qui est important. Ouais, c'est important. Mais tu vois, avec mon corps de traite, je calcule pas ça. Moi, je calcule le nombre de bitang, mais non, mais pour revenir sur l'esprit, gym entrepreneur, c'est un truc qu'on voit souvent. Est-ce que toi tu fais de la muscu depuis tout petit et est-ce que tu trouves que quand même il y a quand même des connexions ou des patterns qui sont semblables, tu vois, entre un mec qui va à la gym et qui monte son business? Je trouve quand même il y en a beaucoup et surtout qu'on en voit pas mal aussi à Bali, voilà, des personnes qui poussent et on le voit souvent, voilà. Mais est-ce que toi tu vois, voilà, des points communs et qu'est-ce que la gym t'a apporté au business et vice versa? Après, c'est un équilibre à avoir. En fait, moi, avec mes potes, depuis qu'on est jeune, parce que moi, j'ai un groupe de potes avec qui on a grandi et ça fait 20 ans qu'on se connaît. David, il en fait partie. Et tous les week-ends, on allait faire du sport. J'allais déjà, à partir de 17 ans, j'ai commencé à aller à la salle de sport, puisque l'avantage avec la salle de sport, c'est que tu vas quand tu veux, tu dépends pas d'un créneau horaire fixe. C'est vrai. Donc, j'ai commencé à aller avec un pote à moi qui s'appelle Mathieu. J'ai un peu lâché. Et j'ai fini par y aller avec un ami à moi qui s'appelle Soufiane, et j'y suis beaucoup allé avec lui et lui essayer, et ils m'ont apporté ce truc où en fait la salle de sport c'est important pour l'équilibre et couper avec ta journée de travail. En fait, moi ça a toujours été l'horaire de la salle de sport, ça m'a permis à chaque fois de dire bon, là on coupe, on va à la salle de sport, on fera le reste après, quitte à le faire après la salle ou le lendemain matin au réveil, quoi. Ok. Mais au moins ça coupe ta journée. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, quand t'es entrepreneur, ta journée en vérité, elle se termine pas vraiment. Ouais. Il faut marquer le temps d'arrêt. Voilà, le temps d'arrêt avec le temps de travail. Et moi, ça m'a permis de faire ça. Ok. Ouais. Et est-ce que la discipline, le fait d'y aller, de pas lâcher, peut-être d'arrêter un peu les sorties, de faire des cuts et tout. Enfin, je sais pas si t'en as fait et tout, mais est-ce que tu vois cette discipline-là qu'on retrouve aussi en étant entrepreneur, tu vois, où toi aussi je t'ai vu, on était sur une île pas plus tard que ce week-end, avant de sortir, bah non, t'es devant le Shopify, les gars, j'ai besoin de 10 minutes pour terminer un truc, ou t'es en pleine soirée, tu check le Shopify, tu vois, on a tout le temps la tête à ça. Est-ce que cette discipline-là aussi, ça te l'a renforcé, ou est-ce que tu l'as eu aussi naturellement? Il y en a qui vont dire que ça renforce la discipline. Ouais, je pense que quelque part, ouais. Parce que quand tu as une bonne hygiène de vie, c'est plus facile d'être discipliné. Maintenant, ouais, la salle, pour moi, c'est l'équilibre. Okay. Tu vois, c'est l'équilibre. Si tu laisses trop empiéter le travail sur ta vie, tu tiens, mais tu tiens pas longtemps, quoi. Ouais. Et la salle, ça te permet moi, en tout cas, ça me permet de rééquilibrer le tout. Ok. Et puis après, forcément, l'état d'esprit que tu as à la salle de sport, tout dépend comment tu pratiques, tu vois. Bien sûr. Mais ça va forcément, si ça dépend de ton état d'esprit à la salle. Et je pense que l'état d'esprit que tu vas avoir à la salle de sport, tu peux le dupliquer dans le travail. Okay. Moi, je sais que quand j'allais à la salle avec Soufiane Essayé, c'était... ça rigole pas. Ouais, voilà. Ça rigole pas, on y va. Si on a dit qu'on allait faire ça, on le fait. Et on fait plus s'il le faut. Ouais. Ça m'étonne pas de toi, ça. Ok, très bien. Non, mais j'ai vu aussi que tu es en brigade pas mal, David, là, que tu le
Je le remets bien. Oh, mais lui aussi, là, il est chaud. Il est chaud. Hein. Ouais. Je voulais revenir aussi donc sur ton e-com, donc Innercare. Donc ça fait 4 ans maintenant, c'est bien ça? 4 ans Ouais, 4 ans qu'on a lancé ça. Ouais. Voilà. Avec ton associé, on va revenir aussi sur la relation avec ton associé. Si tu pourrais dire quelques chiffres sur Innercare, ça soit peut-être le chiffre d'affaires ou le nombre de clients ou le recurring, ou voilà, pour un peu mettre en contexte un peu ton business. Est-ce que tu fais aussi la logistique de ton côté? Ta team? Voilà, je te laisse un peu libre champ là-dessus. Ok, bah sur Innercare, on est une petite dizaine de personnes. On a des bureaux dans le 2e arrondissement à Paris, dans le Sentier. C'est sympa. Hein. Faut voir les bureaux. Mettre un insert s'il le faut. Okay. Et bah on fait, je vais pas donner les chiffres exacts, mais on fait quelques millions d'euros maintenant. Ok. De chiffre d'affaires annuel. Ok. Et est-ce que donc la logistique aussi tu l'as externalisée? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu passes par qui? On passe par Bigloo aujourd'hui. Ok. Et donc tu disais que c'est des cures, donc généralement est-ce que tu pousses l'abonnement ou est-ce que tu pousses plus le réachat avec les emails? Comment ça se passe ça au niveau pour réinciter les gens? Tu m'as dit aussi que tu avais 8 produits si je me trompe pas actuellement. On a près d'une dizaine de produits, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, nous, le produit, le pack qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est la cure de 3 mois. Parce que pour avoir des résultats optimaux sur la pousse de cheveux, la longueur et la fortification, 3 mois, c'est la durée recommandée. Ouais. On avait aussi l'abonnement, mais il y a eu un petit problème là avec Recharge, donc j'ai désactivé quelques temps, mais on va le réactiver. On va le remettre. Ok. Ouais. Et donc le business model généralement c'est donc la personne achète sa cure de 3 mois, essaye. Si tu vois qu'elle l'abandonne, est-ce que tu as des flows automatisés pour la faire revenir? Est-ce que tu as une personne aussi en interne, de temps en temps, j'ai vu ça, qui la prend carrément en call pour essayer de comprendre un peu ses besoins et essayer de la réactiver? En fait, nous, on a des business comme Fratematé et à terme moi aussi Focus où on n'est pas en mode dropshipping, on essaie de faire du réachat, surtout sur du complément ou sur l'alimentaire. Toi, un peu, c'est quoi tes stratégies pour faire revenir la personne? Je sais que j'ai souvent entendu que tes produits étaient hyper quali et je sais plus si c'était un membre de la famille de David qui avait ouais, c'est sa mère qui utilise nos produits, tes produits et qui était satisfait. J'ai vu aussi dans ta salle de bain, tu avais aussi tes produits. Ouais, je les utilise. Donc ouais, c'est quoi un peu tes strats un petit peu pour faire monter les recurring et au final la lifetime value, donc le montant total qu'une personne va dépenser sur ta boutique? Ok. Bah, la première des choses à faire déjà, c'est d'avoir des bons produits. Puisqu'en vérité, tu peux avoir toutes les tactiques du monde. Si tes produits sont pas bons, il y aura pas de réachat. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir une associée qui est très passionnée par le développement produit. Puis on a aussi Lou qui travaille avec nous, qui est très passionné par le développement de produits. Donc déjà on a de bons produits. Et ensuite, en effet, on a mis en place toutes les séquences post-achat sur Klaviyo. Ouais. Ça c'est le truc à faire dès le départ. C'est-à-dire que donc pré-achat et post-achat, avant qu'une cliente achète chez nous, on lui apporte un maximum de valeur sur comment utiliser nos produits ou comment prendre soin de ses cheveux. Et ensuite, une fois que la cliente elle a acheté, c'est pas fini. L'expérience client, elle dure du début jusqu'à la fin du cycle. Il n'y a pas de fin en vérité. Ouais. Donc on essaie d'accompagner la cliente un maximum sur sa cure. C'est-à-dire que c'est pas elle achète et c'est terminé. Elle achète et on l'accompagne dans sa cure. Comment bien prendre nos compléments, des astuces qui pourraient l'aider à optimiser sa cure. Et puis à l'issue des 3 mois, forcément, on lui propose, on lui fait un email de rachat pour qu'elle vienne recommander chez nous. Est-ce que t'as déjà pensé une fois, parce que j'ai fait, je crois, pas mal de paniers abandonnés, notamment celui de Pandati, qui était qui est une grosse marque de thé. Et je me rappelle, j'avais fait plusieurs fois des paniers abandonnés. Et à un moment, j'avais reçu une lettre chez moi. Une lettre. Tu m'en avais parlé de ça. Ah ouais. Je l'avais noté. Où ils m'avaient donné carrément un sachet de thé avec un code promo utilisable sous une certaine période. Donc ils mettaient la presse. Je pense que c'était pas un promo unique, mais ils faisaient toujours que ça soit un promo unique. Est-ce que t'as mis en place
donc ça c'est assez poussé, mais j'avais entendu dire aussi, il y avait aussi des cartes postales, des services qui faisaient des cartes postales, ou le SMS c'est devenu un peu plus généralisé, mais est-ce que en fait comment l'expérience client, toi tu l'amènes pour justement faire en sorte que le réachat soit plus important? Ok, alors la lettre manuscrite c'est une très très bonne idée, mais on l'a pas. Tu l'as pas fait? On l'a pas fait, malgré le conseil que tu m'as donné. Nous on fait simplement email et SMS aujourd'hui. Les SMS, c'est très rare, mais les emails, alors en général, les gens s'attendent à recevoir une liste d'emails, des emails, donc pour éviter d'être trop intempestif, on passe que par ces canaux-là. Mais ce serait intéressant de passer par de la lettre manuscrite. Ok, intéressant. Ouais, moi c'est ce que je voulais faire, et surtout pour les Nouvel An, Nouvel An, pour les listes VIP, tu vois, pour les personnes qui ont dépensé, je sais pas, 500 000 euros, envoyer une lettre manuscrite. Tu vois, mine de rien, c'est des clients VIP qui pourraient te recommander, mais 100 fois, tu vois, ils pourraient limite mourir pour ta marque, limite. Ouais, complètement. Et envoyer une petite lettre manuscrite, ça te coûte, je sais pas, peut-être 300, 400, 500 euros en budget. Mais le ROI, je pense, sur la lettre, elle doit être violente, et j'ai pas trouvé encore un service qui serait hyper quali, aussi automatisable qu'un Klaviyo. Donc ça serait intéressant. Et aussi, je voulais parler d'autre chose, parce que tu fais du retail, tu m'as dit, depuis cette année, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, enfin, c'est depuis 2023 qu'on met là un coup d'accélérateur dessus. Et tu passes par des distributeurs, c'est ça? Ouais, on passe par des distributeurs. Ok. Essentiellement en pharmacie? Enfin, on fait beaucoup de pharmacie, mais on est aussi chez nos Nocibé. Ok. Donc toi, tu m'avais dit aussi, c'est pas mal dom-tom, ça? Ouais, on a beaucoup de clients dans les dom-tom. Donc Réunion, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Ça c'est énorme. Tu m'as montré des photos de rayons. Enfin, c'était tout rayon qui était full de tes produits. C'est quoi un peu enfin, moi je suis chez Monoprix, c'est vrai que la première fois j'ai vu ça, tu vois, ça et les darons qui prennent la première canette, tu vois, ça fait quelque chose, tu vois. C'est clair, toi, ça t'a fait quoi un petit peu de voir tes produits physiquement quelque part, et indiquer, je sais pas, à tes proches, tu peux aller les checker ou recevoir des photos de tes potes, ou Ouais, moi je suis hyper content. Après, moi je sais pas, je prends pas je prends peut-être pas le recul, donc je suis content, mais je passe vite à autre chose. Mais il y a des fois où forcément, j'y réfléchis, je me dis putain, c'est ouf quand même. Ouais. Mais on m'avait dit aussi, la pharmacie, c'est hyper scalable. Donc tu peux trouver un distributeur, et après il faut rentrer dans pas dans des centrales, mais il faut rentrer dans des lieux où après tu peux exploser en termes de points de vente. Toi, un peu, c'est quoi un peu ta relation avec le distributeur? Est-ce que tu es exclusif avec un distributeur? Comment ça s'est passé, ce shift e-com plus retail? Ok. Après, nous, on est exclusif avec certains distributeurs. Mais tu vois, on va dire que c'est segmenté. Ok. Distributeur pour telle chose, etc. Donc, quelquefois, en effet, on va avoir des exclusivités. Donc, time est dans le temps, ou ad vitam aeternam, jusqu'à rupture du contrat, quoi. Ouais. Et ce shift, il s'est fait, si tu veux, parce que les coûts d'acquisition, ils ont augmenté. De ouf. Je pense que t'en es conscient. Et en fait, le gros shift pour plein de marques, en fait, les grosses marques qui ont survécu, c'est celles qui étaient omnicanal. Donc ça, moi, je l'ai appris au DNC. Yes. Les marques qui ont survécu, c'est celles qui étaient omnicanal. Et en fait, aujourd'hui, en 2023, faut être partout. C'est-à-dire qu'en gros, faut être aussi bien sur Shopify que sur Amazon, ou en physique. En fonction de ton business, bien sûr, hein, ça te le permet. Mais voilà, l'idée, c'est d'être là où ton client est. Et pour minimiser les risques, faut diversifier tes canaux un maximum. Et en fait, certes, en retail, la marge va être plus élevée pour eux. En revanche, ton coût d'acquisition, il est fixe, quoi. Ouais, c'est ça. Après, toi, je pense, dans ton business, moi je vends de la canette, tu vois, en retail, donc ça va peut-être tu vas la retrouver à 2,30 peut-être en magasin. Moi je vais gagner peut-être des centimes sur une canette. Toi tu vas avoir un panier moyen beaucoup plus élevé en retail, ou même en prix de vente sur ton distributeur. Donc aussi la marge en termes de valeur va être beaucoup plus importante, et donc tu vas aussi peut-être beaucoup plus en bénéficier, alors que moi je dois faire un volume de ouf là-dessus.
Après, c'est clair que la marge elle est plus intéressante pour nous, mais après, toi, c'est quand même enfin, toi, avec de la canette, tu peux la consommer tous les jours. Donc, au final, si le client il est fidèle, je pense que tu t'y retrouves aussi bien que nous, quoi. Ouais. Et est-ce que tu vois certaines clientes, donc là, j'aimerais partir sur les synergies que tu trouves offline, online. Est-ce que tu vois souvent des personnes qui ont du mal à acheter online et tu vas pousser un point de vente en disant ouais, tu peux retrouver un de nos produits offline, et vice versa? Comment tu amènes le offline sur ton online pour peut-être acquérir un nouvel acheteur sur ta base email? Là, je reviendrai dessus parce que j'ai un petit truc aussi, mais vas-y, je te laisse la parole là-dessus. Ok, bah forcément le physique ça va venir jouer sur tes ventes online, puisque enfin ça va dans les deux sens, hein. Une cliente qui a pas acheté online, elle peut se retrouver en face de tes produits et acheter parce qu'elle est en physique et qu'elle est guidée par une vendeuse. C'est ça. Donc la vendeuse elle peut va peut-être la convaincre d'acheter, donc libre à elle après d'acheter soit en magasin soit sur ta boutique. Mais il y a plein de marques pour lesquelles le physique c'est venu booster le online. Ouais. Dans le sens où en fait tout ce qu'il faut c'est la répétition de ta marque dans la tête du consommateur. Donc en vérité le physique ça va être un point de contact supplémentaire. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais il faut 7 à 8 points de contact pour réaliser une vente. C'est ça. Voilà, le physique c'est un point de contact supplémentaire. Ok. T'as vu quand même ton taux de conversion monter un petit peu sur le online une fois que t'as été mis en place, par exemple sur les DomTom? Est-ce que t'as vu sur alors sur peut-être Google Analytics, tu peux voir les visiteurs qui venaient des DomTom, tu voyais un taux de conversion un peu plus élevé, ou c'est pas une data que t'as remarqué? Bah, selon moi, oui. Après, enfin, il y a plein de facteurs qui font que le taux de conversion il a augmenté. On a eu plein de nouveautés cette année, mais ouais, forcément. Je pense que le taux de conversion il a augmenté grâce à la présence en physique. Déjà parce que c'est un point de contact supplémentaire et puis c'est de la crédibilité aussi. Quand tu arrives sur un point de vente, quand tu arrives chez NoCB par exemple, ou qu'on voit tes produits en pharmacie, t'es validé par une autorité, le trust, entre guillemets. Ouais. La confiance. Preuve sociale, autorité, forcément, c'est bien crédibiliser ta marque et ça vient impacter ton taux de conversion. Ouais. Est-ce que tu mets par exemple des photos aussi de pharmacie sur tes fiches produits par exemple pour crédibiliser encore plus et augmenter le taux de conversion? C'est des choses que tu as pu faire ou pas forcément? Alors, c'est mis sur le site, c'est mentionné sur le site internet. Ok. S'il y a des pages auxquelles quand tu crées ta première boutique, tu penses que c'est pas important, mais la page à propos, elle est très visitée. Donc, nous, on mentionne le fait qu'on est présent chez ces revendeurs-là pour augmenter la crédibilité du produit, quoi. Okay. Enfin, pour rassurer le consommateur aussi. Ok, trop cool. Là, et on le mentionne beaucoup sur Instagram. Ah ouais, ça c'est important. Dès qu'on ouvre un point de vente, on met sur Instagram le fait qu'on est distribué là-bas. C'est une nouveauté, ouais, ça fait... Exactement. On le fait aussi en newsletter d'ailleurs. Ok. Ouais. Petit tips aussi, que j'avais déjà entendu et qui était assez violent, que j'essaie de mettre sur la canette mais c'est pas possible. Mais en pharmacie, je sais que ça se fait. Le QR code. Le QR code. Ouais. Tu l'as aussi, ouais. On a un QR code qui redirige vers un diagnostic capillaire. Ok. Et la première étape du diagnostic, c'est de rentrer son email. Donc, ça nous permet aussi de récupérer trop chaud des gens du physique. Moi, j'avais discuté avec JB de Nutri&Co. C'est aussi une boîte à Aix qui distribue aussi en pharmacie. Je consomme leurs produits. Ah ouais? Bien sûr. Tu consommes quoi? Magnésium, zinc et vitamine D. Kali. Non, franchement, et surtout, JB, il partage beaucoup, notamment, donc, cette astuce-là où le QR code, donc, au dos du packaging, tu peux scanner le QR code, donc, ce que tu fais également, ou tu peux récupérer soit un e-book, soit des informations, comment tu consommes le produit, des vidéos aussi de préparation et ainsi de suite. Et aussi sur la landing page où tu peux laisser ton email, il met directement le pixel Facebook, ou après, il peut retargeter après sur d'autres trucs. Complètement. Donc là, on parlait de synergie offline, online. Ça, c'est hyper important. Malheureusement, moi, je peux pas le mettre. J'ai déjà demandé, mais je peux pas le mettre. Okay. Il y avait des trucs aussi que je voulais mettre en place. Par exemple, si tu dépenses plus de 50 € sur ma boutique, je peux te donner un bon d'achat de 2,30 €, donc le prix de la canette, pour aller l'acheter en boutique. Et ça booste aussi le offline qui va recommander. Malheureusement, ça se fait pas, mais je cherche toujours l'astuce pour le faire. Je vois vous le savez, ça va être intéressant. Super intéressant, d'autant plus que c'est pas parce que c'est des revendeurs qu'il faut pas aller booster leur business. D'ailleurs, nous on le fait. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Voilà, on fait tourner quelques ads sur le fait que nos produits sont disponibles dans telle boutique en fonction de la zone. Et tu mets quoi comme objectif? Tu mets objectif Drive to Store ou c'est quoi? Non, je fais de la Drive to Store ou de la portée, quoi. Ok.
Non, hyper intéressant. Et on va juste changer vite fait, mais ça, c'est toujours dans le même sujet développement. Donc, toi, tu es un des rares que je connaisse qui a fait des levées de fonds. T'en as fait 2. Donc, la première, c'était sur l'application. La deuxième, c'était sur le site. Et en plus, t'as pu faire la levée on va dire, au bon moment. Voilà. Pour essayer de comprendre, moi, j'ai jamais voulu faire une levée. J'ai toujours fait sur fonds propres et fait des crédits. Toi, pourquoi tu as voulu faire ce choix-là sur ces 2 projets-là et qu'est-ce que ça t'a apporté et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais la même Alors, faut savoir qu'à l'époque, c'était très start-up. Donc, la levée de fonds, c'était un petit peu le modèle à suivre. Je suis pas mécontent de l'avoir fait parce qu'on a appris plein de choses en levant des fonds. Et puis, on a réussi à lever des fonds. Puisque c'est une chose de vouloir lever des fonds, c'en est une autre de pouvoir les lever. Donc, tu apprends plein de choses. Ça te met au carré sur tes métriques, tes KPIs, sur tes finances, etc. Donc, nous, on a passé un peu de temps à vouloir lever des fonds en France. Ça s'est pas fait sur ma coiffeuse afro. D'accord. On a même eu des retours en mode il y a des noirs en France. Enfin comme non. si ah ouais. il y a pas assez de noirs en France pour qu'on puisse que ça puisse fonctionner. Il y avait pas de marché, c'est faux, tu vois, quand tu regardes les chiffres, tu sais que il y a un gros marché. On est là et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc première levée de fonds, on a essayé de lever des fonds en France et ça l'a pas fait. Et puis, on a fini par lever des fonds outre-Atlantique avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle CRE. Ok. Avec qui ça s'est fait hyper vite. Tu sais, avec les fonds français, t'étais un peu en mode j'aimerais que ça aille plus vite, etc. Alors qu'avec eux, c'était... ça allait trop vite pour nous, quoi. Let's go, ouais. Ils nous ont dit ok, le jour 1, au jour 2, c'est comme... Enfin, c'est limite le jour 2, on avait les fonds, quoi. Ah ouais. Qui vont vite. Ouais. C'est quoi? C'est entre la validation orale et le virement, c'est... Ça allait trop vite. Je sais plus combien de temps, mais ça allait tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de prévenir la banque. Et un jour, il y a la banque qui nous appelle. Les gars, il y a un montant là. Ça vient d'où? Ah ouais. Je leur expliquer pour qu'ils valident la transaction. La réception du virement, la transaction. Okay. Exactement. Et mais comment tu... Voilà, explique un petit peu pour toutes les personnes qui cherchent un peu à des fonds. Déjà, pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait? Enfin, Alors, on l'a fait parce que, déjà, vraiment parce qu'à l'époque, c'était le modèle aussi. Enfin, on était sur un modèle, on n'était pas rentable à ce moment-là, mais on savait que le modèle, si on réussissait à le scaler, à le scaler, on allait être rentable. Et pour ça, il fallait des fonds, pour développer la communication, le marketing, améliorer le produit, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on a levé des fonds. Puis, il y avait cette volonté de faire une équipe et tout. On avait un petit peu suivi le modèle de l'époque. Et ensuite, pour ceux qui veulent lever des fonds, je dirais que, comme ça a été dit, maintes fois, c'est pas une finalité lever des fonds. Ouais. C'est le début. Et c'est pas parce que tu réussis sans fonds que tu réussiras avec des fonds. C'est 2 jeux différents, en fait. C'est ça. Donc voilà, faut être prêt, puisqu'après tu viens partager le gâteau, partager le gâteau avec d'autres investisseurs. Donc faut pas prendre n'importe qui. Nous on voulait lever des fonds certes, mais il y a des fonds à qui on a fermé la porte aussi parce qu'on savait que ça allait pas le faire. Ça allait être requin. Ouais, voilà, des fonds ou des investisseurs. Tu sais que les mecs qui sont là, il y en a même une fois, on parlait avec lui, pieds nus, le mec qui met ses pieds sur la table. Ah ouais, sur la table. Ah, je peux te dire que ça l'a pas fait. On a dit stop. Ouais. Ah, mais je te jure. C'est des fonds parisiens qui avaient déjà mis pas vraiment un fonds, on va dire que c'était un business angel. Le mec qui voulait nous apprendre la vie, il mettait ses pieds sur la table. Ouais. Tu sais que la relation va pas être bonne. Ouais, ça allait pas être ça. Si tu te permets de mettre tes pieds sur la table, c'est que une fois que tu auras les parts, mon gars. C'est clair, ouais. Le mec, il nous envoyait des messages à n'importe quelle heure. Au bout d'un moment, on a dit stop et on a cuté avec lui, quoi. Ouais. Mais c'est donc là, c'était sur l'application. Sur l'application. Mais sur le site en lui-même. Est-ce que tu étais déjà rentable pour lever des fonds et tu as voulu peut-être donc même si tu étais rentable, tu as voulu accélérer certaines choses et si oui, c'était quoi? Peut-être tu peux parler aussi un peu d'international parce que tu m'as dit que c'était aussi un sujet actuellement. Bah pour Inercare, on était rentable déjà puisque c'est très difficile de lever des fonds sur du e-commerce sans que tu sois rentable au moment où tu lèves, à moins que tu aies des contacts. Et bon, Rebecca et moi à ce moment-là, on est des nobody, donc on lèvera pas des fonds avec un carnet d'adresses.
Donc on était déjà rentable à ce moment-là, et nous, ce qu'on voulait développer à ce moment-là, c'était la gamme de produits, le retail, pour enfin aller sur l'international. Ok. Ouais. Donc c'était gamme, retail, international, c'était là un peu la roadmap. C'est toujours le plan, c'est Ok. toujours la roadmap. Ouais. Et le retail pour toi, ça demande beaucoup en cash flow. T'as besoin de beaucoup produire, on va dire. Enfin, le cash flow, il est quand même, c'est des besoins en fonds de roulement que t'as besoin ou c'est déjà c'était beaucoup d'investissement, on va dire. déjà pour le retail, on va dire que pour certains points de vente physique, il y a une condition sur le nombre de produits dans ta gamme. Ok. Donc il fallait une gamme. Je peux pas rentrer avec un SKU, t'es obligé de rentrer avec 3, 4, pour 5. certains, ouais. Ok. En pharmacie, c'est différent, mais pour certains revendeurs, il te faut une largeur de gamme minimum pour y rentrer. C'est juste par curiosité, c'est pourquoi? C'est pour avoir un minimum de visibilité dans le rayon ou pourquoi ils imposent, on va dire, un minimum de SKU sur un rayon? Pour des raisons diverses. Il y a aussi le fait que il y a un temps d'intégration pour une marque. Si la marque, elle a que deux références, c'est le même temps de travail pour une marque qui a deux références que pour une marque qui a 10, 20 références. Ouais. Donc, tu seras pas priorisé si t'as pas un minimum 5 références. Ok. Minimum, 5 références, un exemple, tu vois, mais à privilégier une marque qui a plus de références que toi, quoi. Ok. Et tu voulais continuer sur donc c'était production, t'avais dit. Ouais. Et puis cash flow aussi, donc un minimum de SKU et t'avais autre chose aussi. Déjà, faut avancer les développements de produits. Comme je dis, chez nous, chez Enercare, le développement de produits, c'est une partie importante du business. Et les temps de développement sont longs puisqu'on prend pas il y a plein de marques aujourd'hui qui ont des formules toutes prêtes. Marque blanche. Voilà, de la marque blanche entre guillemets. Certaines marques plus ou moins blanches. Et nous, ça nous tenait à cœur de faire nos produits avec nos propres actifs, pensés par nous-mêmes, etc. Donc le développement produit, il est au cœur de la construction de la marque. Et ça, forcément, ça engendre des coûts. Il nous fallait de l'argent pour le faire, pour financer ces développements-là. Ouais. Ça te demande combien de temps, on va dire, d'une idée à produit final après X retours? Ouais. Combien de temps ça nécessite de développer des trucs là? Parce que c'est sûr que... Ça dépend de ton produit, en fait. Il y a des produits qui peuvent prendre 6 mois, des produits qui peuvent prendre 1 an, des produits qui peuvent prendre 2 ans. C'est quand tu fais de la beauté, tu as plein de tests à faire. Toxicologie, il faut aussi que tu sois sûr que ça fonctionne sur tes clientes. C'est ça, comment tu fais ça? T'as des tests? Ouais, on fait des tests. Déjà, on fait des tests avec des membres de l'équipe, l'entourage de l'équipe. On fait le test avec nos clientes. Ok. Donc, de l'idéation jusqu'au développement, jusqu'au test de produits, il y a du temps qui s'écoule. Ouais. Il y a des produits pour lesquels on a mis 2 ans, tu vois. Ouais, c'est costaud, hein. Bah ouais, mais peut-être que ça aurait été plus intéressant de sortir des produits comme ça et profiter du cash flow dès le départ, mais il y a une vision pour la marque qui fait que on préfère passer du temps sur le développement de produits, et encore une fois, le développement de produits, pardon, ça prend du temps et de l'argent. C'est nécessaire, ouais. Ok. Juste aussi pour revenir sur une dernière question sur la levée. Toi qui en as fait 2, tu t'es dit ouais, c'est hyper important parce que tu revois les métriques, tu vois un peu ton business. C'est vrai que de temps en temps t'es beaucoup dans l'opérationnel. Là t'es obligé de sortir et montrer, on va dire, la big picture à des investisseurs. Est-ce que le fait d'avoir levé, t'as dit que ça t'a mis beaucoup de temps en France et t'as mis très peu de temps aux États-Unis? Est-ce que c'était quand même un défocus de ouf? Du style où tu pensais qu'à ça, tu t'es dit vas-y, il faut vraiment que je lève et c'est ça où ça passe, où ça casse. Est-ce que opérationnellement pendant un petit moment tu étais absent et t'as laissé peut-être la main à ton associé, ou comment ça s'est passé un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que quand même c'est un moment un peu dur, quoi. Rebecca, elle a passé beaucoup de temps sur la levée de fonds, donc forcément à ce moment-là on vient se répartir les tâches pour que ça reste équitable. Forcément, la levée de fonds, c'est du temps que tu vas passer, donc ça va être du défocus sur le reste du business. Maintenant, nous, c'est pas un truc qu'on regrette, dans le sens où aujourd'hui les investisseurs qu'on a, on les a choisis et ils nous permettent d'avancer dans la bonne direction. Okay. Mais forcément, quand tu vas lever des fonds, ça va être du défocus sur l'opérationnel, ouais. Ok, Didier, je voulais aussi te parler du networking. Ouais. Toi, t'es un gars, on te voit, je te vois tout le temps avec les bébés, t'es tout le temps en meeting. Tu m'as dit que tu as raté aucun dîner, aucun event sur Paris, tout ce qui est, on va dire, autour du e-commerce, business en ligne. Et tu connais quand même pas mal de monde à Paris.
Toi, c'est quoi, on va dire, la règle en networking? Comment tu arrives un peu à bien networker? On se connaît d'un dîner parce qu'on était face à face, c'est sûr que là c'est plus simple, mais pour les auditeurs ou les personnes qui commencent un petit peu dans le business, c'est vrai que l'entourage fait beaucoup. T'es quand même la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Ça, c'est une phrase qui revient souvent. Complètement. Donc, ça peut être écouter des podcasts, comme celui-ci, mais ça peut être aussi DM des gens, call d'email. Voilà. Toi, c'est quoi un peu tes petites règles sur le networking et comment connecter avec des gens qui sont aussi bons que toi ou voire meilleurs que toi en e-commerce pour t'améliorer et booster, on va dire, ton business? Moi, j'envoie pas de call d'email pour aller boire un café ou prendre un déjeuner. Peut-être que je devrais le faire, mais je le fais pas. Okay. J'envoie pas de DM non plus. En vérité, je vais connecter avec des gens parce que ils vont m'apporter. Je vais leur apporter aussi, forcément. Et en vrai, mon premier filtre, c'est le feeling, quoi. Il y a pas de. Ouais. Je sais pas. Ouais. Le coup du networking, j'y arrive pas en fait. Ça fonctionne pas. Mais toi, tu vas quand même à des events où le but premier, quand même, c'est de networker, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, moi, le club dont on fait partie tous les deux, le DNC, j'y vais pas pour networker en vérité. J'y vais pour les ateliers. J'apprends un max de choses. Maintenant, il y a un mec qui pose une question pertinente. Je vais approfondir avec lui, peut-être apporter une subtilité à la question qu'il a posée. Mais j'y vais pas. La raison première pour laquelle j'y vais, c'est pas le networking. Moi, c'est la stimulation. J'ai besoin d'être stimulé. Ouais. Donc, je vais à ces événements-là. Et comme à ces événements-là, il y a des gens qui posent des questions qui sont pertinentes et que je rebondis dessus, ben, on va connecter, quoi. Ok. C'est satisfaire d'abord ta curiosité, avant de vouloir tirer 2-3 infos. Aussi, tu m'avais donné pas mal de bons tips et pas mal de ressources, je me rappelle, suite à notre rencontre. Est-ce que toi, c'est déjà aussi un motto de donner avant de recevoir? Toi, un petit peu, c'est quoi moi, je sais, par exemple, sur un premier resto déj, je vais toujours payer, tu vois, en premier. Est-ce que t'as 2-3 règles, toi, que tu mets en place En vrai, ouais, donner en fonction de la conversation. C'est clair que si tu me posais des questions qui étaient pertinentes, donc forcément, je vais te donner, quoi. Tu vois, je vais te donner les réponses. Et inversement, c'est-à-dire que moi, je t'ai posé plein de questions, t'as pas fait la fine bouche, donc le partage, il se fait comme ça. Il se fait comme ça, ok. Et avec ton associé, comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'était lors d'un event aussi comme ça, ou est-ce que c'est une amie d'enfance? C'était une amie de... Voilà, comment ça s'est fait un peu moi, je suis toujours curieux aussi des associations, vu que j'en ai pas. Comment ça se passe aussi? Est-ce qu'il y a des moments de tension? Là, t'es à l'étranger, elle est en France. J'imagine elle est au bureau avec tout le monde. Voilà, comment la relation se passe? Ça se passe très très bien avec mon associé. Et nous, on s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés parce que moi, je vendais des prestations sur le Bon Coin pour payer mes études. Je vendais des sites internet, donc à la chaîne, hein. 1 ou 2 sites par semaine entre 200 et 400 euros, donc j'y allais fort. Et puis un jour, elle me contacte pour faire un annuaire de salon de coiffure afro. Moi, j'avais une idée similaire pour les hommes à l'époque, puisque moi, j'allais à Château d'Eau pour me coiffer alors que j'habitais dans le 78. Je te raconte pas le trajet. 1h30. Tu te coiffes souvent. Ouais, je me coiffe souvent. J'ai les contours qui poussent vite. Et du coup, au début, j'étais son prestataire. Le courant s'est bien passé, j'ai apporté mes idées, elle a apporté les siennes. Un jour, elle me propose qu'on s'associe. Moi, je me dis que ça va durer 6 mois, 1 an, et que voilà, après, je vais passer à autre chose. Donc, j'y vais par curiosité. Et en fait, par la force des choses, ça fait 8 ans qu'on est associés aujourd'hui. Et ça se passe très, très bien. Et elle, donc... forcément, il y a des moments de tension, mais ça se passe des moments de tension. C'est beaucoup dire. Il y a forcément eu des désaccords. Bien sûr. Mais ça se passe très bien, mais donc, toi, tu gères quoi sur la partie inner care? Et elle s'occupe de quoi? Généralement, c'est quoi les tafs que vous occupez, quoi, les missions? Déjà, on se consulte beaucoup, mais en effet, on a chacun nos parties du business, on va dire. Elle va beaucoup s'occuper de l'aspect communication sur le marketing. Elle va beaucoup s'occuper du développement produit. Et moi, ça va être une partie marketing, la partie grosse aussi, donc KPIs, etc. Finance aussi. Ouais, finance,
on bosse avec Mindset Finance qui s'occupe de la partie CFO. Ok, Mindset Finance, ouais, Mindset Finance, ouais. C'est quoi? C'est un cabinet de consulting ou c'est ouais, quoi? c'est Ils font des missions chez vous? Ouais, c'est ça. C'est on va dire que c'est nos DAF à temps partiel. Ok. Ouais, directeur d'analyse financière, enfin quelque chose comme ça, quoi. Ok. Ceux qui s'occupent des finances, ça on le regarde tous les deux, mais ouais, je regarde beaucoup ce qui rentre et ce qui sort, quoi. Bah normal. Ouais. Et surtout t'as des investisseurs dont j'imagine il faut que aussi t'as des petits rapports à quand même envoyer ou des petits résultats. Ouais, bien sûr. Donc t'es obligé d'avoir des mecs comme ça qui te mettent les choses, qui te condensent, on va dire, les chiffres, quoi. Ouais, et puis c'est important d'avoir une projection sur son business, par exemple. Attention, prendre alerte. Ouais. Là, vous allez être à court de cash ou là, il y a plus d'entrées que de sorties. Enfin, c'est important de. Ok. C'est facile à faire au départ, c'est facile à faire au début, mais quand les mouvements, les fonds de roulement, fonds de roulement, faut avoir l'œil dessus, quoi. Ok. Et donc Rebecca, qui, enfin, j'imagine tu le mets beaucoup plus en avant que toi aussi sur le site et même dans la communication. Puisque enfin ton audience elle est 100% féminine si je me trompe pas. Elle est majoritairement féminine. Féminine, voilà. Donc il y a beaucoup plus aussi de transposition si si tu mets aussi Rebecca en avant. Est-ce que le personal branding pour toi pour une marque, c'est nécessaire? On reviendra aussi sur les KPI aussi pour lancer une nouvelle marque en 2023-2024. Toi, pour toi, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu es obligé de mettre en place maintenant sur une marque comme Justine Hutto l'a très bien fait? Je pense que c'est l'exemple le plus populaire, ou Anthony Bourbon l'a fait avec Feed. Est-ce que vous essayez de faire ça ou pas du tout? Bah je pense que alors c'est pas obligatoire. Maintenant, ça reste un levier. Ok. C'est un levier, c'est un levier de ouf pour développer ta marque, la marque personnelle. Ouais. Tu vois, il y a plein de marques qui le font pas, mais aujourd'hui, en 2023, représenter sa marque, c'est un levier à pas négliger. Pour la marque ou pour lui? Ou pour la personne? Pour les deux, en fait. Okay. Tu vois. Mais, moi, je parle plus pour la marque. C'est un levier de ouf, de pouvoir représenter sa marque, et de pouvoir parler au nom de sa marque. Maintenant, il y a forcément des inconvénients, puisqu'au bout d'un moment, il faut réussir à séparer la marque. C'est ça, à se détacher au bout d'un moment. C'est ça. Ouais. Par rapport à la valorisation de ta marque. Enfin, pour plein de choses comme ça. Mais ouais, enfin, dans les départs, dans les débuts, et puis tu le vois aujourd'hui, toutes les marques qui fonctionnent, pratiquement, il y a une personnalité forte derrière qui permet de la développer. Ouais. Tu peux le faire autrement, ce sera moins facile moins rapide. Ouais, voilà, moins rapide, ouais. Ok. C'est un levier. C'est un leverage de ouf. Je voyais là sur LinkedIn, parce que je poste depuis peu sur LinkedIn. Il y avait une jeune fille qui fait des snacks, des bonbons. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Et d'ailleurs, elle fait les préventes. Elle va sortir ses Rebelle. Pour... Ouais, Rebelle. Tu parles de Rebelle. Ouais. Je voyais, mais je me disais, pour moi, si je cherche un distributeur pour la GMS, faudrait quand même que je bombarde un petit peu plus sur LinkedIn. Ça serait hyper facile, on va dire, d'être plus visible auprès de distributeurs. Ouais. Peut-être toi là aussi la même chose par rapport à, parce qu'on est nulle part, tu vois. Enfin, on pourrait faire 10 salons d'affilée et rater le bon distributeur, tu vois. Ça serait probablement, enfin, la probabilité serait faible, mais ça serait probable. Donc si on est quand même sur LinkedIn, sur les réseaux, en train de publier non-stop, que les gens nous relayent un peu le message qu'on a envie qu'il soit relayé, je trouve ça quand même hyper important. Comme tout nouveau dirigeant, et c'est un peu la strate que peut-être que tu vas faire aussi à terme. Moi, maintenant, j'ai envie de me poster régulièrement pour un peu booster mes business, parce que je trouve que c'est hyper important, quoi. Ouais, en 2023 et même avant, faut se montrer. Ouais. Faut se montrer, c'est difficile à faire. Ouais. Mais faut se montrer. Bah, faut pas avoir peur, faut avoir le temps de le faire aussi. T'as des objections, toi? T'as des objections pour te montrer? Non, j'en ai pas. Pas encore? Non, j'ai pas d'objection. Je vais le faire. Après, c'est une question de prendre le temps de le faire, tu vois. Bien sûr. Ouais, il faut pas c'est un projet à part entière. Tu sais, t'as l'impression que ceux qui ont des grosses marques personnelles, c'est un truc qu'ils font comme ça au hasard. Bon, en vérité, ça leur prend beaucoup de temps dans la journée. Eh oui. Ouais, c'est un projet à part entière. Ouais, Théo de Kouda, qui, je crois, je l'avais eu rapidement en call, il m'avait dit que c'était une demi-journée par semaine.
une demi-journée par semaine. Mais je pense que c'est plus que ça. Ouais. Mais je pense peut-être qu'il y a des copywriters, voilà. Enfin, copywriter, je sais pas. Je pense qu'il écrit ses vidéos. En tout cas, à l'époque où, enfin, quand j'avais mangé avec lui, c'est encore lui qui faisait ses vidéos. Mais il a une équipe derrière, quoi. Bien sûr. Il a des monteurs, etc. Ou peut-être qu'il envoie full rush, puis après, let's go, on passe à autre chose, quoi. C'est une demi-journée pour lui, mais maintenant, faut voir le temps de travail que c'est pour le reste de son équipe. Ouais. Tu vois. La charge mentale aussi. L'inspiration, comment tu fais les vidéos, les posts et co. Donc, je pense qu'après, voilà, au fur et à mesure du temps, ça prend de moins en moins de temps. Mais ouais, c'est un truc sur lequel il faut allouer du temps. Faut avoir le temps de le faire. Mais quand tu le fais, game changer. Ouais, je pense que ouais. Bon, bah écoute, on sera peut-être top of the voice LinkedIn l'année prochaine, frérot. Ben, toi, je pense que oui, moi, faut que je m'y mette. Ok, Didier, il y avait aussi une question que Romain m'avait posée la dernière fois. Si tu as une brand à refaire, et d'ailleurs, je suis en train d'en refaire une pour Focus qui sponsorise ce podcast, quels seraient les KPI ou comment tu t'y reprendrais, en fait, pour faire une brand en 2023, sachant que les coûts d'acquisition sont assez hauts. Là, on est dans une instabilité, on va dire, économique où tu as le pouvoir d'achat. Voilà, en France, c'est pas non plus, on n'est pas en 2020 où tu pouvais mettre 1 et tu avais 4 sur Facebook. Donc, c'est quoi un petit peu les KPI, qu'est-ce que tu validerais, comment tu validerais une niche, comment tu t'y reprendrais, on va dire, pour créer une marque. Ça peut être complément alimentaire ou autre. Quels seraient un peu tes petits insights où tu veillerais à checker la checklist, on va dire, la checklist de Didier. Il y a plein de choses déjà qui ont été bien faites sur Innercare, un peu par hasard et par instinct, on va dire. Mais ouais, comme tu as dit, il y a un contexte qui est différent aujourd'hui en 2023. Donc, j'irai, 2023, 2024 en vérité. Donc, première des choses, comme les coûts d'acquisition ils ont augmenté, moi j'irai chercher un produit que je peux incarner. D'accord. Que je peux incarner et je parlerai de ce produit-là sur tous les canaux possibles. Donc ça serait organique possible. Ça serait un produit quand même tourné masculin ou ça peut être quand même mainstream. Ouais, tant que j'ai pas de comment ça s'appelle, limite d'audience par rapport à juste une marque que je peux représenter, quoi. Ok. Et comme les coûts d'acquisition payants, comme les canaux d'acquisition payants, les coûts ils vont augmenter. J'irai leverager un maximum sur tout ce qui est gratuit, enfin tout ce qui est organique. Donc TikTok, Instagram, YouTube Shorts, ce que tu veux. Donc ta personne. Donc ma personne. Ok. Un truc que je peux représenter, qui me parle, que je consomme, voilà. Deuxième des choses, c'est bien de faire un truc qui me parle, mais il faut aussi aller voir ce que veulent les gens. J'irai regarder les tendances. Ouais. Tendances. Ça serait quoi un peu tes petits outils pour les tendances? Alors, il y a Google Trends. Ouais. J'irai vérifier la trend sur Google Trends. Il y a un autre outil dont j'ai plus le nom, mais c'est facilement retrouvable. Enfin, il y a plein d'outils qui permettent d'analyser les tendances. Exploding Topic. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. On connaît. Ouais, j'irai regarder les tendances de marché dessus. Les tendances de recherche dessus, ouais. Tu checkes l'étranger aussi? Ouais, regarder l'étranger, ouais. Ouais. La France, c'est bien, mais comme dirait Asselineau, à l'échelle mondiale, c'est la région France, quoi. Ouais, donc deuxième des choses, ouais, j'irai regarder les tendances. Et troisième chose, je vérifierai que le business model il est viable. Ça serait quoi donc toi, parce que toi tu connais très bien, on en a parlé aussi économiquement des marge 1, marge 2. Ouais. Toi, ça serait quoi par exemple la logistique, combien ça prendrait du CA? Le coût produit, combien ça prendrait? Si tu fais des ads, combien ça prendrait? Je vais faire plus simple que ça pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, mais j'irai chercher à minima 70 € de panier moyen et minimum 80% de marge brute. Ok. Ouais, 80 chaud. Ouais. Mais bien. Enfin là t'es large. Ouais, t'es large pour scaler après parce que forcément c'est bien l'organique au début, mais demain quand tu veux scaler avec du budget publicitaire, il faut envoyer. Faut pouvoir envoyer. Si t'as pas 80% de marge brute minimum, surtout avec une structure française où il y a beaucoup de taxes. Après, petit point aussi, TVA 5,5 toi. TVA 5,5 sur les compléments alimentaires. Ouais. Donc c'est. Mais je paye l'URSSAF aussi. Non mais c'est sûr. Non mais ce que je veux dire sur le TVA à 5,5, c'est vrai que on pense beaucoup aussi à 20%, mais c'est vrai que la première des choses, et moi c'est dans ma checklist aussi, c'est de prendre un produit où déjà tu as 15 points de marge par rapport à d'autres produits où tu vas galérer à 20%. C'est déjà quelque chose. Est-ce que aussi c'est pas un prérequis pour moi. Moi c'est vraiment le fait d'avoir
Voilà, 80% de marge brute. Après, ouais. C'est clair que ça aide quand tu payes une TVA à 5,5 versus une TVA à 20, quoi. Il y a plein de petites optimisations à faire, mais le raccourci, voilà, c'est 70 euros de panier moyen à minima et 80% de marge brute à minima. Ouais. On en a pas parlé, mais tu fais aussi du Amazon. Est-ce que tu le lancerais sur Amazon? Est-ce que tu le lancerais directement sur ton site? Ou est-ce que tu chaufferais comme fait Rebelle, Snack Rebelle, pardon, j'ai carrément zappé le truc, où elle chauffe une audience sur LinkedIn, puis après elle renvoie en liste VIP un petit peu. Ça serait quoi un petit peu, toi, ta stratégie de lancement, création de marque? Ouais. Alors, j'ai pas encore lancé Amazon. J'ai bien dit pas encore. Je dirais que, ouais, au début, je commencerai quand même par le site internet. Le site. Ouais, je commencerai par le site internet. En fait, l'avantage de vendre depuis ton Shopify, c'est quand même le fait d'avoir accès à tes données clients. Tu vois, moi, quand quelqu'un achète chez moi, j'ai un questionnaire post-achat où je lui pose des questions pertinentes. Tu vois, comme pour moi, son type de cheveux, ou alors quel autre produit il aurait aimé acheter chez nous et qu'on n'a pas. Quel frein il a eu pour acheter le produit aujourd'hui. Ça, tout ça, si j'avais commencé par Amazon, j'aurais pas eu ces informations. C'est vrai. Donc Amazon, ne pas trop tarder non plus pour le lancer, mais je commencerai toujours par le site internet. Je prioriserai toujours le site internet parce qu'au moins, je suis propriétaire des données. Clairement. Est-ce que le questionnaire post-purchase, tu le mets sur un flow d'email ou est-ce que c'est sur la thank you page? Directement après l'achat et c'est sur la thank you page. C'est sur la thank you page. Ouais. Ok. C'est une application? C'est une application qui s'appelle KnoCommerce. Ah ouais, ok. Que Brigitte m'a donné, dédicace. Ok. Et ouais, et après KnoCommerce, tu peux pousser après cette data-là sur Klaviyo. Tu peux recroiser les données avec Klaviyo. Et après faire des segments personnalisés en fonction de la data. Tu peux faire ça. Après, moi, je suis pas encore à ce niveau d'hyper optimisation, mais la donnée, je la lis régulièrement. Elle y est. Okay. Ouais, elle y est. Je la lis régulièrement et c'est plein d'insights sympas. Ça, c'est hyper important aussi de savoir les objections parce que ça va t'aider sur la product page, du produit, les ads. Ça peut être aussi des angles pour les influenceurs. Ça sert sur pas mal de choses aussi ça peut te servir aussi sur le packaging. Complètement. Surtout en retail. Est-ce que ça va me servir pour mettre une contre-objection sur le packaging? Vas-y, termine. Excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est aussi, et le questionnaire post-purchase. Donc, post-purchase, ça veut dire après achat. C'est aussi l'occasion de demander, pourquoi est-ce que la personne est venue consommer la marque. Ouais. Donc, tu peux aussi venir renforcer tes claims déjà présents, quoi. Ok. Non, hyper intéressant. Je voulais te dire, est-ce que tu as déjà fait des calls clients où tu as appelé des mecs random? On le faisait beaucoup au début, ouais. Ok. On le fait un peu moins aujourd'hui, mais on le faisait beaucoup au début. Ça t'a aidé? Tu recommanderais? Ouais. Et tu fais quoi en contrepartie? Tu essaies de donner un petit code promo pour inciter à donner 5 minutes de ton temps. C'est quoi un petit peu le framework? Parce que ça, il y a très peu de gens qui en parlent alors que c'est quand même la base, quoi. Nous, on voulait au départ, on donnait un code promo, mais en vérité, on le disait à la fin, les gens ils étaient surpris qu'on les appelle, donc il n'y a même pas besoin de leur donner un code promo pour qu'ils nous donnent leur avis. On leur donnait par générosité, entre guillemets, à la fin du call. Mais en vérité, les gens, quand ils décrochent et que tu leur demandes leur avis, très souvent, ils sont prompts à te donner ce qu'ils pensent. Juste pour revenir sur les avis clients, je trouve que c'est important de pas donner de code promo direct pour donner une incitative en fait à remplir le questionnaire, sinon potentiellement les questions vont être biaisées ou être mal remplies parce que la personne va cocher en fermant les yeux et valider. Et deuxième chose, c'était tout le temps laisser les champs ouverts. Quand je dis pas avoir des questions fermées, des questions ouvertes. Complètement. Pour pouvoir analyser ça. D'autant plus que maintenant, on peut exporter. J'avais fait aussi des exports pour envoyer à ChatGPT. Exactement. Et après, tu peux demander des analyses. Toi, tu m'avais donné des analyses costauds sur WhatsApp. Tu m'avais envoyé sur le Focus. Là, c'était cool. Mais hyper intéressant aussi de donner à manger, même d'exporter les avis des concurrents sur Amazon et les donner aussi sur ChatGPT pour savoir aussi les angles que tu pourrais attaquer en e-com. Donc ça violent. Complètement, ouais. Sur les questionnaires aujourd'hui, champ libre. Et après, il y a ChatGPT pour venir analyser tout ça et donner la conclusion, quoi. Ok, trop fort. On parlait de side business aussi tout à l'heure. Je sais que toi, t'en as lancé des paquets. Avec David, on a touché aussi un mot. Alors, et t'avais aussi. J'ai pas vraiment fait les side business. J'étais plus là
épauler, voilà, mettre un petit coup de main. Ouais. Toi, à terme, donc ça fait déjà 4 ans, mais ça fait 10 ans, enfin non, 8 ans, pardon. En vrai, ça fait 10 ans, puisque mon premier statut auto-entrepreneur, je l'ai créé à 18 ans. Donc voilà. ouais, ça fait 10 ans aujourd'hui. Ouais. Ça fait 10 ans, donc costaud, bravo. Hein, moi, ça fait 4 ans, donc tu vois, enfin 5 ans. Donc 50 plus, c'est énorme. Bah, t'as 1 an de plus que moi sur le e-commerce. Déjà pas mal. Ouais, même si 1 an de plus, au final, enfin, je trouve, tu vois, à travers ces échanges-là, plus tu échanges, plus j'ai l'impression de m'améliorer. Donc, je te remercie encore d'être là, et surtout, on va pas continuer à échanger post-podcast. Mais je voulais revenir sur les side business. Toi et ton futur. Comment tu vois ton futur à l'avenir? On parlait de personal branding. Est-ce que tu te vois continuer longtemps dans l'e-commerce? Est-ce que tu vois développer d'autres projets, des side business qui vont prendre 20% de ton temps, par exemple, parce que Google, par exemple, chaque employé a droit à 20% de son temps pour allouer pour un autre projet. Toi, un petit peu, c'est quoi? Parce qu'on a toujours aussi envie de lancer 2-3 trucs, nous, puisqu'on est assez créatif et on a la version un peu du risque, donc on peut quand même on a un peu les moyens de le faire aussi. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ok, bah Innercare, déjà, ça a été conçu pour durer, donc ça va pas se terminer demain. Yes. Et ensuite, ouais, en effet, je pense que le temps de libre que j'ai aujourd'hui, je vais un peu le passer à développer ma personal brand, donc plus pour apporter de la valeur comme là on le fait ensemble, que pour aller faire autre chose. Mais voilà, plus pour partager, quoi. Ok. Moi, c'est un truc qui me stimule, le fait de partager, même qu'on vienne me critiquer derrière, je sais que ça m'apportera énormément. Ouais. Donc ouais, la personal brand, j'ai envie de m'y atteler dès que j'ai un peu de temps. Mais c'est j'imagine comme pour moi, de monter une audience, et après de faire un leverage. Par exemple, on s'en rend pas compte, mais c'est pas, imaginons demain, tu as besoin d'un graphic designer, tu t'envoies une story ou t'envoies un message, boum, tu as ton graphic designer. Est-ce que toi, c'est pour faciliter ton business actuel ou c'est à terme pour lancer peut-être d'autres choses en parallèle de Innercare où toi, c'est fait pour durer et ça sera ton bébé? Toi, comment tu vois le bénéfice du personal branding? À quoi ça va vraiment servir, quoi? Bah, comme tu dis déjà, en fait, quand tu fais de la personal brand, tu développes ton réseau. Et tout à l'heure, on parlait de network. Et comme je t'ai dit, moi, je suis pas du genre à aller aux événements de networking. Si je vais au DNC, etc., c'est plus pour y apprendre des choses que pour aller networker avec des gens. Et en fait, si tu veux, quand tu crées ta personal brand, tu viens inverser le mécanisme de ouf. Networking. C'est-à-dire que c'est plus toi qui vas vers les gens. Enfin, tu le fais d'une certaine manière parce que tu fais des vidéos et que les gens regardent ce que tu fais. Bien sûr. Mais en fait, tu viens inverser le mécanisme dans le sens où c'est les gens qui vont venir vers toi pour échanger avec toi. Et voilà. Ça, c'est surtout pour pouvoir... Là, tu crées ton réseau quelque part et puis t'as pas besoin d'aller quémander l'attention de quelqu'un, quoi. Non, mais t'as totalement raison. Enfin, là, tu vois, je suis un peu de Twitter. C'est vrai que ça fait 3 mois maintenant que je fais du Twitter. Ouais. J'ai jamais eu autant d'opportunités en 5 ans qu'en 5 ans. Où t'arrives quelque part, t'as un gars qui te propose un paddle, t'as un gars qui dit viens on fait un déj, t'as un mec qui t'appelle ouais on prend un café pour parler e-commerce, même si le mec fait beaucoup plus que toi, tu vois, c'est pas forcément pour ça, mais au moins il a ton contact. Et tu vois, enfin on avait fait une soirée ensemble. Ouais, il y a un mec qui t'a reconnu. Yeah. C'est mon voisin ici que j'ai invité à un dîner et le mec il t'a reconnu, quoi. C'est ouf. Ouais, ça, et dans cette soirée là, enfin où il y avait Mousse et Enco, enfin il y avait deux gars de Dubaï que j'avais rencontrés, toi il y avait un gars que tu avais déjà vu sur Paris, tout ça parce que c'est parti d'une nana qui m'avait envoyé un message sur Twitter, qui m'avait ramené à cette soirée là où je t'ai ramené aussi, et voilà. Donc ouais, complètement. Aussi le réseau d'une personne, en fait, tu vas toucher le réseau de d'autres personnes. Ouais. Et ça, c'est quand même sous-estimé. Ouais. La personal brand, c'est un levier à pas sous-estimer. Enfin, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, quoi, bien mais sûr. Ouais, voilà, c'est un job à plein temps aussi. Hein. Ouais, aussi. Bah écoute, un grand merci Didier. Merci à toi Hugo. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité. J'espère avoir été à la hauteur de... J'espère l'avoir été aussi. C'était ton premier podcast aussi? Moi, c'est peut-être deuxième. Hein. Ok. Ouais. Bon, bah, je fais pas souvent. Mettez un gros like, donnez de la force à Didier et checkez innercare.co. Exactement. .co, hein. Pas .com. .com. .co. Et écoute, merci beaucoup pour ta gentillesse. Merci à toi. Et on se voit très vite pour le prochain podcast. Merci beaucoup.